Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La télévision est pour vous l'aventure de votre vie. Travailler au quotidien ne vous empêche pas de vous passionner pour le passé, et en particulier pour celui d'une femme à laquelle vous consacrez un livre avec l'espoir de ne pas prêcher dans le désert. Bonjour Roselyne Febvre. Bonjour Jacques Pessis. Alors vous publiez Le Pacte du désert sur une femme étonnante, Gertrude Bell, aux éditions du Rocher. On va en parler tout à l'heure. Mais on va également évoquer votre parcours dans les médias, car vous avez un grand parcours dans les médias, assez varié. Et on va le faire à travers des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 5 novembre 1987, votre première télévision. Le journal d'Antenne 2 et le premier reportage qui figure à l'INA dans les archives, c'est un sujet difficile sur les enfants handicapés. Un reportage que vous avez fait. Alors, avec un projet pour donner une forme de joie de vivre aux enfants handicapés. C'est votre premier reportage, vous vous en souvenez? Non, pas du tout. Je m'en souviens pas du tout. Il passe au journal d'Antenne 2 et le lendemain, il y a une réaction de Claude Maluret, qui est secrétaire d'État aux droits de l'homme et qui évoque avec vous ce qu'Henri Caillavet a dit sur l'euthanasie. D'accord, oui. Maintenant, ça me revient, mais ça fait tellement longtemps, mon Dieu. Mais oui, parce que alors là, vous n'apparaissiez pas, c'était vraiment un reportage et du commentaire. Oui. Avec des moyens techniques qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. Absolument. Oui, à l'époque, on partait en reportage à 4, avec le preneur de son, caméraman, l'électro, avec sa minette. Oui. On appelait une minette qui était l'éclairage, et le reporter, ça faisait 4. Maintenant, ils sont tout seuls à filmer. Exactement. Mais en même temps, c'était beaucoup de travail. Il y avait le montage derrière qu'il fallait assurer. Et il fallait faire le montage, revenir de reportage, monter, être à l'heure pour le journal. Parfois, on n'avait pas le temps, donc on mixait directement en cabine, c'est-à-dire en direct pendant le journal. Remarquez ça arrivait au début du JT, où il ne regardait même pas les films qui venaient d'étrangers, et il racontait n'importe quoi dans les commentaires, et ça passait très bien. Ah, ça, je n'ai pas été à cette école. Non, c'était les années 50, c'était autre chose. Et à l'époque, les têtes d'affiche du journal sont Claude Sérillon, Henri Sagnier. Oui, absolument. Et c'est vraiment... Daniel Bilalian. Exactement aussi. C'est vraiment une précision de travail avec des réunions auxquelles vous participez à l'époque. Oui, il y a la conférence de rédaction de l'après-midi où on choisit les sujets, et puis ce qu'on appelle la conférence critique. C'est ce qui n'existe plus beaucoup, alors sans doute à France Télé encore, et sans doute dans les grosses chaînes comme TF1, c'est-à-dire tous les journalistes qui ont fait un sujet pendant le journal sont à cette conférence critique, et on critique, est-ce que ça c'était bien, est-ce que l'ordre était... on discute de l'ordre du journal et de ce qui aurait dû être mieux fait. Voilà. Et puis c'est l'époque où Yves Mourousi est face à Antenne 2, donc c'est un challenge, parce que Mourousi, c'était à chaque fois quelque chose de très fort. Ah oui, mais lui, il était pas le soir. Non, c'était à 13h. À 13h, mais vous avez fait quelques reportages à 13h aussi. Absolument aussi, oui, tout à fait. Car quand on est dans une rédaction, à l'époque, c'est 13h ou 20h, peu importe. Oui, absolument. Et à France 3, il y avait le soir 3 aussi. Exactement. Alors, il y a aussi, vous avez collaboré avec Bernard Rapp dans L'Assiette anglaise. Je sais pas oui. Si vous avez fait un reportage qui s'appelle Instinctos. Oui, absolument, ça je m'en souviens. C'était quoi? Alors c'était sur maintenant qui est considérée comme une secte, c'était des gens qui pensaient qu'il fallait manger cru et renifler ce qu'on mangeait, parce que c'était l'instinct qui définissait ce qu'on devait manger. Et je me souviens d'un fou rire mémorable pendant le tournage qui est passé pendant de longues années dans le bêtisier. Oui, exactement. Alors Bernard Rapp, c'était L'Assiette anglaise. Ouais. C'était quelqu'un qui aimait la télévision, mais la télévision ne l'aimait pas. Je crois que c'était aussi pour ça qu'il allait vers le cinéma. Je pense que c'était... Alors, je le connaissais pas bien, mais c'était un garçon délicieux. Vraiment, je trouve que L'Assiette anglaise, ce titre-là lui allait très bien parce qu'il avait un petit côté avec ses cheveux crantés à l'anglaise. C'était vraiment un gentleman. Après, oui, je pense que c'est quelqu'un qui avait eu envie très vite de passer à autre chose. À la télé, on fait vite le tour, on tourne vite en rond. Voilà. En plus, il était passionné de cinéma et on ne le sait pas, mais il a écrit, Bernard Rapp, en 85, le texte du premier film français
Omnimax, qui est un procédé permettant la projection de films sur un écran hémisphérique. Et après, il a fait 4 films comme metteur en scène. Et on l'a un peu oublié aujourd'hui. Et au départ, Roselyne Febvre, votre univers, c'était pas la télévision, c'était l'histoire de l'art. Oui, mais j'ai pas été diplômée d'histoire de l'art parce que j'allais en auditeur libre, parce qu'en fait, j'étais pas très douée pour les études, je m'ennuyais, je voulais vite passer à l'action. En cours, je m'ennuyais, je me suis toujours ennuyée et j'aimais l'histoire. Si j'avais travaillé, j'aurais rêvé faire l'école des chartes, voilà, être avec des vieux grimoires. Mais bon, faut parler le grec, le latin ancien, etc. Donc, voilà, je me suis dirigée très vite vers la télévision. Et pourquoi au départ? Qu'est-ce qui vous tentait vers la télévision? Et votre famille était-elle d'accord? Non, ils me pensaient que c'était des métiers de saltimbanque, mais je leur ai pas trop demandé. Je suis rentrée un peu par effraction à Antenne 2 notamment. C'est-à-dire? En fait, j'ai été voir j'avais un culot absolument monstre et j'allais voir les uns les autres. Alors, je leur disais, mais je voudrais, voilà, je voudrais faire des reportages, etc. Puis un jour, on m'a dit oui. C'était Alain. Alors son nom m'échappe. C'était oh là là. Bref, je sais plus. Et j'ai fait des idées, proposé des idées de reportage. Et il y en a un qui a été pris sur les gens qui croulent sous leur château, qui sont des gens qui n'ont plus d'argent, mais qui ont des biens comme des châteaux absolument formidables. Et j'étais partie au château de la Palisse. Oui, la fameuse La Palissade. Exactement. Mais en même temps, vous ne connaissiez rien à la technique, aux équipes. Comment ça se passait? Je faisais tout au culot. Tout. Parce que vous avez appris sur le tas, vraiment, le métier de reporter avec le caméraman qui était avec vous. Complètement, à l'instinct. Tout comme je me suis mis à l'écriture, j'ai pas fait de session comme on écrit un livre, etc. Je cherchais par moi-même, je trouvais mes solutions et c'était mes envies qui me guidaient plus que mes savoirs. Oui, et en même temps, vous êtes arrivé à une époque où on n'avait pas besoin de 4 diplômes pour devenir journaliste, ce qui est plus possible aujourd'hui. Ce qui est plus possible aujourd'hui, il faut monter patte blanche, etc. Donc je me suis incrustée dans plusieurs émissions. J'ai fini au service sciences et techniques avec Patrick Esther. Et un jour, il y a le patron de la rédaction qui est passé, qui m'a dit « Mais qui êtes-vous » Je lui ai dit, je suis un passager clandestin. Donc, il a rigolé. Donc, j'ai continué comme ça. Et puis, un jour, j'ai croisé un monsieur très sympathique qui me dit, mais pourquoi tu vas pas à la 5 ? La 5, hein, la fameuse 5 de Berlusconi, cherche des jeunes comme toi. Vas-y, tu vas pas croupir dans cette vieille maison. Et je me suis présenté. C'était Gilles Schneider qui m'a embauché. Le générique du journal de la 5. Et c'est vrai que la 5, vous êtes arrivé à un moment qui n'était pas un moment facile, cette chaîne. C'était une jeune chaîne, mais en même temps, elle était brinque-ballée. Berlusconi l'avait lancée avec l'aval de Mitterrand. Ensuite, Robert Hersan est arrivé. Absolument. Absolument. Et puis, il y avait... C'était Guillaume Durand qui faisait le journal du soir sous la fameuse... vous vous souvenez, Zarathustra. Oui. Avec Jean-Claude Bourret, il y avait... Paul Lefebvre, Pierre-Luc Séguillon, Anita Auxerre, Nathalie Saint-Cric, Patrice Duhamel. Oui, et c'était une équipe qui était soudée. Et il y avait aussi des jeunes. François Barouin a débuté à la 5. Alors non, ça c'était sa compagne, qui était Valérie. Valérie, oui. Valérie. Mais lui aussi a fait des reportages pour la 5. Elle est allée à Europe 1 ensuite. Ah d'accord. Écoutez, ça m'a échappé. Et c'est peut-être là qu'il a rencontré. C'est une autre forme de travail à ce moment-là. Il fallait se débrouiller par soi-même avec un minimum de moyens. Un minimum de moyens, et encore, on avait pas mal de moyens. Pour l'époque, on avait des voitures avec complètement bariolées, avec écrit la 5 dessus, avec des étoiles partout. On avait des téléphones dans la voiture, et on avait quand même pas mal de moyens. Mais les moyens avaient été mis pour recruter beaucoup de stars. Guillaume Durand, Bourret, etc. Schoenberg, des gens avec qui on avait décidé quand même de donner... Donc on a un peu... on va dire, brûler la chandelle par les deux bouts. Voilà. En même temps, vous avez vécu des moments fabuleux, et c'est là où vous avez commencé vos premiers reportages politiques avec Michel Rocard, Pierre Bérégovoy, des gens comme ça. C'est venu comment, la politique ? En fait, la politique, parce que mon mari à l'époque, mon ex-mari, était journaliste
au service de France, à Antenne 2, était au service politique. Et ma meilleure amie de l'époque, qui était à la 5, était Nathalie Saint-Cric. Et ils faisaient tous de la politique. Ils avaient tous soit été admissibles à l'ENA, soit en tout cas sortaient de Sciences Po. Moi, j'étais un peu la petite timide derrière qui ballottait derrière et qui essayait de les suivre bon an, mal an. Et en fait, la politique m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi la politique. Vous ne connaissiez rien à la politique au départ? Ça m'intéressait pas, non. Non, pas du tout. Je voulais être grand reporter, en fait. Oui. Et comme j'ai été maman assez jeune, je considérais que crapahuter avec des enfants, c'était compliqué. Donc j'ai choisi la politique que j'aimais pas du tout. Alors au début, on m'avait collé au Front National. Où là, j'ai pris mes premières claques, parce que c'était un Front National très dur. Quand on allait filmer dans les meetings, d'abord, les gens se cachaient à l'époque, n'assumaient pas. Et puis, on était hués, on était bringuelés, on était parfois bousculés, parfois frappés. Enfin, c'était compliqué. Et même pour une femme, parce que les femmes n'étaient pas toujours bien vues à cette époque-là. Il n'y avait pas MeToo. Ah bon, il n'y avait pas MeToo, non. Et c'est vrai que c'était pas simple. Et comment vous teniez le choc? Vis-à-vis du reportage ou vis-à-vis des patrons peu... Non, vis-à-vis de tout, vis-à-vis de l'ensemble. Disons qu'il faut avoir un caractère et pas se laisser faire. Si on est en sucre, comme dirait ma Gertrude dans le livre, on ne survit pas longtemps. Faut avoir de la répartie et puis un peu de courage. Voilà. Et vous en aviez. Et il y a eu d'autres moments dans votre vie. Il y a un autre qui est important qu'on va évoquer, qui est le 6 août 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Roselyne Febvre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roselyne Febvre, journaliste. Vous avez un parcours télévisuel qui a commencé à Antenne 2, qui a continué à la 5. Vous sortez un livre, Le Pacte du désert, aux éditions du Rocher, en évoquant une femme oubliée, mais qui était une aventurière et archéologue, Gertrude Bell. On va en parler tout à l'heure. Mais on en revient à votre parcours. Donc, il y a eu Antenne 2, il y a eu la 5. Et puis, le 6 août 2001, pour la première fois, voici votre apparition dans ce journal. Le journal de Soir 3, où vous êtes remplaçante pour l'été pour la première fois. Oui, c'est vrai. C'est arrivé comment, ça? Je crois qu'ils organisaient un casting pour ceux qui éventuellement étaient d'accord pour faire de l'antenne. Oui. Et puis certaines personnes m'ont poussé, d'autres m'ont dit « Oh, ce serait dommage, t'écris trop bien, tu devrais plutôt continuer à faire du reportage. » Voilà, donc il y avait j'étais égratigné parfois par quelques jalousies et à la fois poussé par des gens plutôt sympas. Donc ça, c'était un savant mélange, on va dire, des uns et des autres. Voilà, donc finalement vous passez ce casting, vous êtes prise pour l'été comme joker. À l'époque, on l'a un peu oublié, ce sont Élise Lucet et Catherine Matoche qui animent le Soir 3. Et vous découvrez un nouveau métier. Ah oui, oui, et franchement, je ne suis pas à l'aise du tout. Je suis même mauvaise. Enfin, j'ose le dire maintenant. J'avais tellement peur, je traquais tellement que franchement, je tenais pas la route. Bon, attendez, je bafouillais pas non plus totalement à l'antenne, ça se tenait. Oui. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que c'était une explosion nucléaire et j'avais les mains moites. J'avais besoin d'aller aux toilettes avant les soirs 3, donc c'était terrible. Pour moi, c'était une angoisse permanente parce que l'antenne, on s'y habitue. Maintenant, je vais à l'antenne, je pose mon sac, je vais à l'antenne. J'ai pas besoin de réfléchir. À l'époque, c'était écrire un prompteur, lire un prompteur. Si le prompteur sautait, j'étais perdu dans mes feuilles. Et beaucoup en ricanaient d'ailleurs à l'époque. Il y a eu des très bonnes éditions où j'étais bonne et d'autres qui ont été pas terribles. Alors le prompteur, on l'oublie, c'est Pierre Bellemare qui l'a rapporté des États-Unis en 1957 et les premiers à l'avoir utilisé, c'est Roger Giquel et Philippe Gildas, Zitrone et Mourouzi ayant refusé le prompteur. C'était pas une obligation. Non, c'était pas une obligation. Mais moi je trouve que c'était même c'était un outil très très enfermant, le prompteur, parce qu'il vous donne des yeux un peu vides. Et vous avez l'impression que vous récitez un truc et vous savez même plus ce que vous avez écrit. Donc vous récitez un truc qui défile, alors que c'est aussi bien d'avoir ces feuilles et de jeter un petit coup d'œil de temps en temps à ce que vous dites, d'apprendre un peu. On aurait l'air un peu plus naturel. Alors là, j'avais l'impression d'être une espèce de dorade morte qui lisait un prompteur.
Donc, c'était pas, je détestais cet exercice. Oui, enfin, j'étais pas à l'aise. Et lire ces feuilles, c'est Claude Darget, quand il n'était pas d'accord avec le gouvernement, il mettait la feuille bien en évidence devant lui et il lisait en faisant comprendre que c'est exactement ce que le ministre de l'Information voulait faire passer comme message. Et ça marchait très bien. C'est subtil. Hein. Alors, il se trouve aussi que c'était aussi un travail très différent, car c'est un travail d'équipe, alors que vous aviez l'habitude de travailler avec moins de gens, Roselyne Febvre. La télévision, c'est un travail... Ah oui, vous voulez dire de faire la présentation ? Oui. C'est un travail d'équipe dans le sens où il y a un rédacteur en chef, il y a une prompteuse qui est avec vous, il y a des assistants. Donc non, c'est quand même une équipe, mais c'est un travail totalement différent. Et dont je n'avais pas l'habitude. Moi, mon truc, c'était de partir en reportage. Oui, là, il faut sourire et essayer de faire passer une information. Exactement. Ou surtout ne pas sourire quand vous dites, quand vous annoncez une terrible nouvelle. Donc, il y a la tête à laquelle il faut réfléchir. Je ne souris pas bêtement quand j'annonce qu'il y a des milliers de morts ou qu'il y a une guerre au sud Liban, ou voilà. Ou que le pape est mort, enfin bref, voilà. Il faut faire très attention. En même temps, ça vous donne une popularité dans la rue. On vous reconnaît dans la rue dès le lendemain. Oui, mais bon, c'est bien pour trouver des places au resto, mais de ne pas pouvoir marcher dans la rue sans pouvoir engueuler quelqu'un parce qu'il a failli vous écraser et gueuler comme un... C'est autre chose. Faut garder un statut, et moi j'aime garder mon naturel. Voilà. Et il se trouve aussi qu'on a un peu oublié, mais les femmes n'étaient pas toujours présentes dans les journaux télévisés. La première, ça a été Hélène Vida en 1976, qui a présenté le journal télévisé de 20h sur France 2. Et à l'époque, les présentateurs étaient tous masculins. Ça a quand même été un progrès. Tous, oui, c'est vrai. Après, il y a eu Christine O'Krent, il y a eu Anne Sinclair, dont toutes les présentatrices aimaient se revendiquer de l'une ou de l'autre. Et je trouve que c'est difficilement un endroit où on peut trouver sa place et sa personnalité, parce que vous racontez quelque chose de complètement qui ne vous appartient pas. Vous êtes une espèce de machine... qui voilà, une marionnette, qui annonçait des nouvelles, des bonnes ou mauvaises. Vous êtes obligé de sourire quand c'est une bonne nouvelle, et puis enfin, c'était pas un exercice, et pourtant je voulais le faire quand même. Je ne voulais pas sortir battu de cet exercice qui me coûtait. Alors il se trouve aussi, Roselyne... et si je le faisais, c'est qu'il y avait une partie de moi qui aimait ça, mais comme j'en avais peur. C'était pas simple. Et je me permets juste de... J'ai fait une sorte de sondage. Oui. C'est-à-dire que on vient faire de la télé pour être reconnu, mais pas par Madame Michu ou Monsieur Dugenou. On vient être reconnu dans sa propre famille. Et tous les gens qui font de la télé ont un sujet avec la reconnaissance dans leur famille. Je l'ai noté souvent, ça. Il se trouve aussi qu'avant de devenir présentatrice du Soir 3, vous avez fait tous les reportages possibles et imaginables sur France 3, qui est une chaîne régionale. On pouvait toucher à tout. Ou nationale. Oui, mais enfin, on s'occupe des régions, mais en même temps, vous avez fait le tour des services, ce qui vous a tout appris. Absolument. J'ai commencé en économie, j'ai commencé après en politique étrangère. Après en sciences, après au fait divers, alors un endroit que j'aimais pas du tout parce qu'il fallait mettre le pied dans la porte sur des assassinats, etc. Et puis je suis retournée à la politique, en vérité. Puis il y a eu aussi un reportage étonnant que j'ai trouvé, je ne sais pas si vous en souvenez, le jour de la mort du créateur de Bugs Bunny, vous avez fait le reportage. Ah bon? Oui, de Chuck Jones, c'est vous qui assurez le reportage et faites le commentaire. Alors Bugs Bunny, qui était quoi de 9 Docteur, le personnage le plus célèbre du dessin animé. Écoutez, je ne m'en souviens pas du tout, c'est incroyable. C'est vrai qu'on oublie à chaque fois les reportages tellement ça va vite. Mais oui. Et puis, il y a aussi une autre activité que vous avez eue, et d'ailleurs c'est ça qui vous a valu d'être reconnu par France 3, c'est votre voix dans le magazine de l'emploi. Ah, oh là là, mais vous êtes allé chercher loin. Oui. Parce que le magazine de l'emploi, avec Patrice Drevet et Daniel Ambroso, ça a été le premier magazine du genre à l'époque. Absolument. Tout à fait. Que vous êtes arrivé là-bas. Et en plus j'avais vécu la période de chômage avec la fin de la 5. Et en fait, celle qui m'avait repérée, c'était une journaliste qui s'appelait Véronique Auger.
qui était chef du service économie. Et elle m'avait repéré, et quand il y a eu la fin de mon contrat, parce que c'était des contrats courts, eh bien, elle m'a envoyé au magazine de l'emploi. Et là, c'était un magazine à l'époque où le chômage commençait à monter, Oui. et c'était novateur à l'époque. Absolument, c'était novateur. Il y avait des bons reporters. Ça a été assez court, mais ça a été un moment important. Parce que ça a suivi une période quand même un peu de difficulté, c'est-à-dire que la fin de la 5, où on quitte un peu sa famille, ses amis, enfin ceux avec qui on a travaillé pendant 5 ans. Et puis la 5, c'était quand même une explosion de choses novatrices, de personnalités incroyables. Ça a laissé beaucoup de souvenirs tristes à ceux qui ont perdu la 5. Ouais. C'était un moment difficile. Oui, d'autant qu'on a eu des reporters qui sont morts en reportage. Et voilà, on a été tous meurtris par ça. On avait un patron formidable qui s'appelait Patrice Duhamel, qui, moi, restera avec Paul Naon les patrons que j'ai préférés. Et en même temps, le magazine de l'emploi, on a un peu oublié, c'est Patrice Drevet qui faisait une chronique dans Télématin Emploi Santé, Ouais. qui a démarré, qui a appelé Daniela Ambroso, qui était à l'époque pas du tout productrice d'émissions de variété, et vous êtes arrivé là-dedans pour des reportages. Voilà, tout à fait, exactement. Wow. Et à chaque fois, vous aimez apprendre des choses différentes. Oui, c'est vrai. J'ai un peu une touche à tout. C'est pour ça que je vous disais que le journal télévisé, je me sens un peu coincée là-dedans. Voilà, et vous avez fait beaucoup d'autres choses. Et il y a une autre date aussi importante dans votre parcours qu'on va évoquer dans quelques instants, le 6 décembre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Roselyne Febvre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roselyne Febvre. Nous parlerons tout à l'heure de Le Pacte du désert aux éditions du Rocher, un livre étonnant sur Gertrude Bell, une femme un peu oubliée et qui mérite au contraire de passer à la postérité, et vous y contribuez à votre manière. On a évoqué votre parcours de journaliste sur Antenne 2, sur la 5, sur France 3, et puis le 6 décembre 2006, c'est la naissance d'une nouvelle chaîne. France 24. Et France 24, qui est une chaîne aujourd'hui reconnue, vous avez participé à sa création, Roselyne Febvre. Oui, tout à fait. C'était une belle aventure. C'était une belle aventure. Quand on m'a appelé pour me demander de venir à France 24, je dis mais c'est quoi France 24? Personne ne connaissait. Donc c'était une chaîne qui avait été voulue et initiée par Chirac. Donc on a eu l'estampille à un moment, tout le monde a ricané dans tous les médias, oui, la voix de la France, etc. Bon, pas très important. J'y suis allée et là j'ai rencontré un monde totalement différent de la télévision. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des étrangers. C'est-à-dire pas dans la chaîne française, mais dans la chaîne anglaise. Il y avait des Australiens, il y avait des Indiens, il y avait, pour la chaîne arabe, il y avait des Arabes qui venaient de partout, de Syrie, de Palestine, et des gens de tous horizons. Et je me rendais compte qu'à la machine à café, au lieu de dire du mal des uns et des autres, on parlait de la situation en Europe ou en Libye ou tout autre. Et je me disais, waouh, ça me lave la tête. Alors, il se trouve que cette chaîne, pendant 15 ans, Jacques Chirac a voulu la monter, il n'y est pas arrivé, ça a pris autant d'années. En même temps, c'était inspiré de Ted Turner et de sa première chaîne CNN, qui était la première chaîne d'information continue. Oui. Aujourd'hui, il y en a partout, mais on oublie que c'est né de cette façon. Et il y a eu en France, ensuite, Pierre-Luc Séguillon avec LCI, Ouais. et il y a eu France 24, parce que ça a été aussi, effectivement, beaucoup de monde. À son lancement en 2006, France 24 emploie 170 journalistes de 30 nationalités différentes. Ouais. Mais encore faut-il parler ces langues-là, quelquefois. Oui, alors je m'étais amusée une première fois. Il y avait un Anglais, il est toujours là, qui m'a demandé d'essayer de faire un papier en anglais. Et c'était au moment des éléphants du Parti socialiste. Donc évidemment, l'anglais, je l'ai parlé parce que ma mère m'envoyait souvent aux États-Unis pendant les vacances. Mais bon, j'ai vite lâché l'affaire. Il me demande de faire un essai et je lui dis « The Elephant ». Of the socialism, the French socialism. Et alors, c'était tellement grotesque qu'à chaque fois qu'il me voit, il me dit « The elephant ». Donc, voilà, je ne pouvais pas faire de papier en anglais. Voilà, mais cette mixité de pays, de gens, de personnalités, de gens qui ont vécu plein d'autres choses,
avant. Et beaucoup sont partis d'ailleurs. C'est une chaîne où on passe, mais voilà, on n'y reste pas. Alors, vous y êtes resté et dans une spécialisation qui est la politique. Oui. Car là vraiment, vos débuts dans la politique, vous avez confirmé le fait. Oui, tout à fait. Ouais, là, je n'ai fait que de la politique et je suis restée comme après chef du service politique et j'ai continué à je faisais ce que je fais. J'ai une liberté totale à France 24 d'inviter qui je veux, pas quand je veux, mais à mes horaires d'émission. Et donc une liberté absolument remarquable. Mais là aussi, c'est un univers que vous avez découvert et qui évolue sans arrêt. La politique, il faut se débrouiller, c'est pas simple. Non, et puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, je trouve que la politique est un peu en pente douce. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé mon premier reportage en politique, c'était Mitterrand. Voilà, donc là, je me retrouve avec... là, je fais plus de reportage, mais... Disons que je constate que quand même le niveau a un peu baissé. Oui, intellectuellement, les politiques. Oui, c'est-à-dire que effectivement, il n'y a plus les grands sujets que vous traitez de la même façon. En plus, la façon de traiter les sujets a évolué aussi, le rythme aussi. Oui, bien sûr, qui est l'instantanéité, la petite phrase, de faire, de trouver ce qu'on appelle une punchline, et puis où on rétrécit l'argument. Donc, le droit de suite, quelques journalistes continuent à le faire, mais très vite, ils zappent si un homme politique ou une femme politique dit une aberration. Souvent, quelques jeunes journalistes vont passer et vont pas s'arrêter sur... alors que certains disent « Attendez, là, qu'est-ce que vous venez de me dire? Là, on continue, j'ai pas compris ce que vous me dites, expliquez-moi. » En fait, moi, j'ai envie, quand j'ai un politique qui m'explique, qui va me convaincre que ce qu'il dit est vrai. Vous êtes beaucoup plus pour cela que pour le buzz qui fera la petite phrase dans les autres journaux. C'est pas intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Et puis, de toute façon, sur France 24, faire la petite phrase ou le petit buzz. Alors, ça m'est arrivé malheureusement à mon insu. Mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. D'ailleurs, votre première apparition dans le bêtisier, c'est en 87 pour une histoire de cochon. Je ne sais pas si vous en souvenez. Eh ben oui. Eh ben c'est exactement lorsque vous me parliez sur l'assiette anglaise, voilà. Le reportage sur l'instinctothérapie. Il a fait le bêtisier de l'époque qui s'appelait le sottisier. Le sottisier. À la fin de l'année. Voilà. Alors, il se trouve aussi que vous êtes quand même très vu, puisque je crois que cette chaîne est suivie dans 10 000 hôtels dans le monde. Oui, absolument. On est vu dans le monde entier, beaucoup en Afrique, beaucoup au Moyen-Orient, au Proche-Orient, beaucoup dans les pays anglo-saxons. Non, c'est une chaîne qui est souvent quand je dis aux gens mais où on est diffusé, je leur réponds écoutez, ne cherchez pas à savoir, peut-être dans une autre galaxie, vous verrez bien. Et souvent il y a des gens qui passent dans mon émission et qui m'ont dit tiens, je reçois quelqu'un qui est à Kaboul et qui m'a vu, qu'est-ce que tu foutais à 1h du matin à France 24? Et en fait c'était une rediffusion. Donc, bien sûr, mais ça veut dire aussi une rigueur de travail dans la politique que vous appliquez et qui n'est peut-être pas toujours appliquée aujourd'hui. Vous êtes ce qu'on appelle de la vieille école. Je suis de la vieille école. Moi j'aime bien me noircir les journaux, les mains avec les journaux. J'aime pas les iPads et tout. Et aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, on est obligé de se désabonner des journaux. Moi, j'aime bien découper, j'aime bien garder, j'aime bien Donc ouais, je suis de la vieille école. Et puis les femmes qui parlent de politique à la télévision, c'est aussi un phénomène qui est assez nouveau. Dans le temps, il y a eu Geneviève Tabou et Radio Luxembourg dans les années 50 qui étaient la reine de l'information. Aujourd'hui, elles sont présentes, mais ça a été aussi un long combat. Ça a été un long combat qui a été ouvert par Michel Cotta, notamment par j'oublie par Anne Sinclair, oui, par Anne Sinclair, par Christine Ockrent et tout. Christine Ockrent, absolument, oui, tout à fait. Donc c'est un rôle qui nous a été donné. Et les femmes en politique sont c'est un fait absolument avéré. Et avec un respect qui n'existait peut-être pas à l'époque. Oui, parce qu'on s'est défendu aussi. Moi, je sais que j'ai dû... Alors, non pas avec les politiques, mais si les politiques pouvaient être parfois un peu collants, on va dire. Oui. Mais voilà, les politiques n'aiment pas perdre du temps. Donc, s'ils voient qu'il faut faire des ronds de jambes, ils laissent tomber très vite. Donc, vous avez la paix, en fait. Exactement. Mais côté rédacteur en chef, il y a 20 ans, c'était compliqué aussi. Il y avait des gros machos. Et ça, c'était compliqué. Et les femmes avaient peur.
Alors les femmes, justement, ça a été le cœur des femmes, votre premier livre, car vous avez eu l'idée, Roselyne Febvre, de raconter l'histoire des femmes du XXe siècle, ce qui à l'époque n'était pas si courant. Oui, en fait, j'avais choisi une anecdote sur ces 20 femmes du XXe siècle, où je ne raconte pas leur vie, mais je prends un tout petit extrait et un tout petit moment de leur vie, qui résume leur vie. Et pourquoi cette idée-là ? Oh, c'était quelqu'un qui m'avait demandé de le faire. C'était pas une idée, c'est pas une idée que j'ai eue. C'est quelqu'un qui m'a demandé de faire ce livre. Mais là aussi, il faut un instinct pour trouver la bonne histoire. Oui, c'est vrai. C'est un réflexe journalistique. Bah, c'est fouillé. Moi, j'aime l'originalité, en fait. J'aime bien le petit côté. Ce qui m'agace dans le journalisme, parfois, ça peut être le panurgisme, même si j'y passe aussi. Ou le côté un peu moutonnier, où tout le monde prend les mêmes chemins. C'est assez mainstream. Moi, j'aime trouver parfois l'angle différent, l'angle qui va faire clic. Et puis en plus, ce livre est arrivé à un moment où la place de la femme est en train de changer. Oui, absolument. Oui, elle était en train de changer, elle était en train d'évoluer, en tout cas. Exactement. Ouais. Mais quand on voit les anecdotes qui existent sur les femmes, moi je me souviens de Marguerite Yourcenar, que chaque fois qu'on écrivait un article sur elle, elle vous répondait à l'encre verte en corrigeant les éventuelles fautes d'orthographe ou de syntaxe de votre texte. Eh ben, elle avait raison. Elle avait raison. Ça aussi, c'est très important de vérifier, d'avoir un langage précis et simple à l'antenne. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle vulgariser. Hein. Si vous prenez pas des chemins un peu balisés par tout le monde, personne ne va rien comprendre. Souvent, moi, les hommes politiques, j'attendais là. Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez parce que je comprends pas ce que vous me dites. Donc, je les force parfois à clarifier leurs propos. Oui, mais ça aussi, vous ne l'avez pas appris à l'école. Ça a été votre travail sur le terrain pendant des années. Oui, absolument. Pour comprendre le public. Absolument. Et puis alors, il y a un autre livre que vous avez sorti qui a été un événement parce que beaucoup de femmes ont été heureux de ce livre. C'est Les battements du cœur du colibri. Oui. Vous avez eu un problème avec un fils qui s'est drogué et vous l'avez raconté dans un livre alors que c'est un sujet qu'on n'évoquait pas à l'époque, Roselyne Febvre. Non. Et on l'évoque pas beaucoup non plus. Alors les langues se sont un peu déliées, effectivement. Je trouvais que c'était tout comme... je trouve que ce qu'a fait, ce qui n'a rien à voir, mais Nicolas Demorand avec sa bipolarité, je pense qu'à un moment, il faut briser effectivement le mur de la honte. Et lorsque vous avez un enfant qui prend des toxiques ou qui fume des pétards, ce qui n'est pas anodin, voilà, c'est une vie qui va de travers pour tout le monde. Et j'ai écrit ce livre pour que les gens n'aient plus honte. Parce que quand vous avez un enfant qui se drogue, il y a forcément quelqu'un qui va se dire « Ah, ça doit pas être des bons parents, ça doit pas être une bonne mère. Ça n'a rien à voir, ça va dans tous les contextes de la vie, de la société. Un pétard, on peut vous en proposer sur les Champs-Élysées, dans le 16e, tout comme dans un petit bled à la campagne. Il y en a partout. » Oui, mais aujourd'hui, même le phénomène a évolué. C'est-à-dire qu'à la sortie des lycées, vous avez des élèves renvoyés qui vendent des pétards. Absolument. Absolument. Et ça, vous êtes la première à avoir osé le dénoncer et vous avez reçu beaucoup de témoignages de parents qui vous ont remercié. Beaucoup. Et c'est surtout, j'ai aussi beaucoup parlé de la psychiatrie et des hôpitaux, notamment un hôpital parisien qui n'était pas toujours très bien traitant. Alors, à leur décharge, c'est un hôpital qui soigne la crise quand elle est là, mais il n'y a pas de suivi des parents. Et je crois que depuis que le livre est paru, il y a maintenant des groupes de parole pour les parents. Vous avez eu du mal au départ à écrire ce livre? Non, je l'ai écrit pour moi. Je l'écrivais pour moi comme quelqu'un qui chante dans sa salle de bain avec sa brosse à cheveux. Moi, j'écrivais dans mon salon pour avoir une forme de catharsis, parce que je souffrais tellement qu'il fallait que je pose. J'avais envie de crier au monde ce qui m'arrivait, parce que je me sentais très seule. Et puis un jour, un ami, Pierre Jacquemin, m'a dit « Tu me permets de l'envoyer à une amie éditrice ?» Et il l'a envoyé et ça s'est fait comme ça. Et vous avez ému la France entière avec ce livre? Oui, je crois que des gens ont été émus. Ouais, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Et vous avez l'impression que vous avez fait évoluer le problème? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Franchement, ce serait difficile et prétentieux de ma part. Je pense que j'ai aidé des parents à mettre des mots et surtout à ne pas le cacher. Parce que moi, y compris dans ma boîte, là où je travaille,
Il y a des gens sous couvert, bien sûr, d'anonymat qui sont venus me voir et qui m'ont dit « je vis la même chose que toi ». Mais j'aurais pas imaginé une seule seconde. Des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit « je n'ai pas changé un mot, je ne changerai pas un mot de ce que vous avez écrit ». Parce que tout, comme si, dans le fond, tous les jeunes qui se droguaient avaient le même parcours, les mêmes idées. Ils mentent tous, ils volent. Voilà, voilà, c'est comme si c'était un chemin balisé aussi. Donc oui, je ne sais pas si j'ai aidé, mais je ne suis pas sûre d'avoir fait évoluer. Ce qui a évolué, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la drogue est un drame international, avec des multinationales, justement, et avec lesquelles on n'arrive pas à lutter. C'est ça qui est un drame. Alors, et la psychiatrie qui n'évolue pas. Ça, c'est dans ce livre, mais il y en a un autre que vous avez sorti récemment, qu'on va évoquer à travers la date du 5 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Roselyne Febvre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roselyne Febvre. On a évoqué votre parcours à la télévision, mais il y a aussi celui de la romancière et de la biographe. Et donc, le 5 mars 2025 est sorti un livre aux éditions du Rocher, Le Pacte du désert, où vous évoquez Gertrude Bell, qui est une femme un peu méconnue parce qu'elle a été archéologue, exploratrice, écrivaine, femme politique, espionne, diplomate britannique, et on a oublié qui c'est. Oui, parce que vous savez pourquoi on l'a oublié? Parce que c'était la femme qui était cachée derrière Laurence d'Arabie. Exactement. Voilà, donc c'est la Laurence d'Arabie française, et à l'époque, on n'allait pas voilà, mettre au panthéon de l'histoire arabe et de cette période-là une femme, parce que son rôle a été celui de l'ombre. Laurence d'Arabie a été découvert par un journaliste américain, ils en ont fait un héros. Ce qui était bien sûr, sans doute. Mais voilà, Gertrude était plus âgée que lui. Ils se sont rencontrés lors des fouilles à Carchemish. Et en fait, ils sont devenus amis. Elle était plus âgée. Et c'est avec lui elle qui a ce qu'on appelle tracé dans le désert les lignes de puits, qui a fait le lignage, le cousinage des tribus pour leur permettre de les faire basculer au moment où l'Empire ottoman se pète la figure, de leur dire venez du côté des Anglais plutôt que du côté des Allemands qui sont les alliés des Turcs. Et Laurence d'Arabie, dans la mémoire populaire, c'est un film. Ce film Laurence d'Arabie, vous l'avez vu aussi? Des dizaines de fois. Pourquoi? Pour ce livre? Non, j'ai toujours... Alors, il y a beaucoup d'erreurs historiques oui. dans le film, faut le savoir. Mais peu importe, parfois, c'est le personnage qui est mis à l'honneur, parce que je trouve que c'est un film magnifique, que Peter O'Toole est absolument grandiose, et Anthony Quinn, et puis que c'est un vrai film d'aventure, de guerrier. Et puis, non, je ne saurais pas dire pourquoi j'aime ce film. Pour moi, il a marqué une part de ma jeunesse. Et puis, ce que j'aimais chez lui, c'était son côté transgressif à Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie n'aimait pas obéir, même s'il aimait dans l'armée. Un jour, d'ailleurs, les grands hommes, alors on peut dire que c'est un grand homme ou pas, mais enfin bon, il est arrivé président de la République, donc c'est pas non plus... J'avais interviewé Emmanuel Macron qui m'avait dit il faut toujours désobéir, parce que j'avais continué à l'interviewer alors que dans l'oreillette on me disait stop, et moi j'avais pas fini mon propos, je voulais absolument une réponse. Bon bref, je passe de Macron à Laurence d'Arabie, peu importe, mais pour vous dire que voilà, Laurence d'Arabie avait ce côté transgressif qui lui a permis de faire des choses, parfois vis-à-vis de sa hiérarchie, et surtout il avait une idée qui était différente des diplomates anglais. Avec Gertrude, ils étaient d'accord sur le fait que les Arabes pouvaient se déterminer eux-mêmes, c'est-à-dire se gouverner eux-mêmes, tandis que les diplomates anglais pensaient qu'il fallait une tutelle de l'Angleterre. Alors, il se trouve aussi que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, ce n'est pas Peter O'Toole, mais Marlon Brando qui devait faire le rôle, et puis que ce n'était pas Omar Sharif, mais Maurice Ronet qui devait jouer le rôle. Et il a refusé parce qu'il fallait porter des lentilles bleues, et il ne voulait pas. Ah oui. Voilà. Alors Maurice Ronet, il faisait pas parce qu'Omar Sharif, c'est un arabe dans le film. Donc Maurice Ronet, je sais pas s'il aurait fait tellement office d'arabe. Enfin, bon. Alors votre Laurence d'Arabie, Roselyne Febvre, c'est Gertrude Bell. Pourquoi d'abord avoir écrit ce livre? Pourquoi avoir eu envie de plonger dans cette vie méconnue?
Parce que d'abord, pour lui rendre hommage, j'ai le sentiment que elle a été invisibilisée par l'histoire, et comme j'aime pas l'injustice, comme quand j'étais à l'école, hein, j'aimais pas qu'on soit puni à la place des autres. Ça, c'est mon grand truc, qui m'a pas souvent aidé d'ailleurs. Et Gertrude Bell, j'ai trouvé il y avait tous les ferments du roman romanesque, et à la fois de la tragédie, et à la fois de l'intelligence, et de la foi. Enfin, il y avait tous les ingrédients d'un roman, tout. Et justement, vous en faites un roman, car vous racontez, vous imaginez une héroïne, Maya, une Syrienne, qui a retrouvé le journal de Gertrude Bell, et régulièrement, entre chaque chapitre, on est dans le monde d'aujourd'hui. On est dans le monde d'aujourd'hui, voilà, j'ai des deux temporalités différentes pour pas que ça ressemble à une bio. Les choses sont vraies, et à la fois d'inventer des personnages me permet aussi de laisser mon imaginaire cavaler. Parce que les lettres de Gertrude, elles ont existé, elles ont été publiées, mais pour la plupart, je les ai beaucoup transformées, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est une mise en abîme de ce personnage. Je veux savoir qui est Gertrude Bell. Et en fait, on ne sait pas trop qui elle est dans les autres ouvrages, qui sont très bien, mais voilà, elle ne livre pas l'incandescence de son personnage, et surtout ses contradictions permanentes. Oui, au départ, Gertrude Bell, c'est une femme qui vient d'une famille d'industriels en Angleterre. Elle n'a rien pour devenir une héroïne du désert. Non, elle est très 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 riche. Je crois que c'est la 6e fortune du pays, parce que ce sont les Achery Bell. Hein. Et comme elle est sortie première d'Oxford, la première fois que c'est ouvert aux femmes, elle est d'une intelligence absolument exceptionnelle, et à la fois elle est assez elle en nourrit une forme de prétention. Donc elle pense qu'elle va gouverner le pays, qu'elle pourrait être aussi impératrice d'Autriche, peu importe. Elle se pense très importante. Et elle perd sa mère très jeune, donc son père se remarie, et donc cette belle-mère va un peu la façonner, mais elle n'y arrivera pas. Elle va l'envoyer en Perse chez sa sœur pour lui enlever ses manières oxfordiennes, parce qu'elle n'arrive pas à trouver un mari à Londres. Et donc, Gertrude est une tempête qu'il faut éloigner. Mais en fait, en l'éloignant, c'est là qu'elle va découvrir l'Orient avec la Perse, puis le Moyen-Orient, et puis après, et puis après, et puis après. C'est-à-dire qu'elle va apprendre le persan, d'ailleurs, après un voyage à Jérusalem, je crois. Et puis ensuite, elle va devenir archéologue, ce qui n'était pas si courant pour une femme à l'époque. Non, mais pour ça, elle va aller chercher le meilleur archéologue français, Salomon Reinhardt. Elle va lui demander: apprenez-moi l'archéologie. Bon, elle en savait déjà pas mal, mais surtout sur les instruments, le théodolite, les instruments de mesure. Comment? Parce que c'est pas au pif, hein, quand vous faites des mesures d'une citadelle, notamment qu'elle va découvrir en Syrie. Faut tout mesurer avec un maître arpenteur. Enfin, ça s'apprend. Et lui, il va lui apprendre. Et pourquoi cette passion de l'archéologie? Elle a une passion de tout. Elle a une passion des voyages, elle a une passion de l'histoire, hein, de l'alpinisme aussi, de l'alpinisme bien sûr. Mais ça va être une lubie. Elle a besoin de bouger, en fait. Elle a besoin de bouger pour elle. Si elle bouge pas, c'est mourir, quoi, en fait. Voilà. Donc, vous imaginez un faux journal de Gertrude Bell dans ce livre, Roselyne Febvre, et notamment, il y a une partie très importante lorsqu'elle devient espionne pendant la Première Guerre mondiale. Oui, parce qu'en fait, comme elle a tracé plein de lignes depuis, parce que c'est sur ces bases-là que Laurence Dabarabi va faire sa révolte arabe. Et en fait, l'autorité suprême remarque ses travaux remarquables, et aucun ne lui arrive à la cheville. Alors certains militaires ou hauts dignitaires disent: non mais attendez, une femme, est-ce que vous croyez pas que ça va créer un précédent? Et on lui répond: non, c'est la meilleure. Donc en gros, allez vous faire voir, c'est la meilleure. Elle connaît toute l'ethnologie, elle est capable d'être reçue par les cheikhs sous leur tente. Ils la respectent, donc vous la respecterez. Ouais. Et elle va faire un véritable travail d'espionne pendant la Première Guerre mondiale. D'espionne, de fourmi, c'est-à-dire que... Alors espionne, c'est peut-être vite dit, parce qu'on imagine en train 007 avec son pistolet. Non, pas du tout. Mais en fait, elle va berner les Turcs beaucoup pour aller dans des territoires interdits, notamment chez les Druzes. Elle va aller en Arabie, où elle va être faite prisonnière, et elle pense que tout ça sert à rien. Et en fait, c'est ça qui va servir à cartographier, à ce que l'armée puisse aussi se marcher dans le désert et savoir où ils vont, pour faire boire les bêtes aussi. C'est ce qu'on appelle les points de puits d'eau. Et donc, elle va être
l'instrument, quelque part, de l'armée britannique. Et puis, elle va aussi créer les frontières de l'Irak. Elle va convaincre Churchill qu'il faut mettre le roi Faisal, qui est l'ancien roi de Syrie, qui doit être le roi d'Irak. Donc, c'est elle qui va en tracer les frontières. Et tout ça avec l'aide, évidemment, de Laurence d'Arabie et d'autres d'ailleurs. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Winston Churchill est secrétaire des colonies, Oui. et il se méfie un peu de tout le monde. Il parle de 40 voleurs autour de lui, et il va beaucoup écouter Gertrude Bell. Oui, oui, il l'écoute, il la respecte. Il respecte aussi énormément Laurence d'Arabie, puisqu'il dit de lui une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Il volait plus haut que les autres dans l'ouragan, il n'était pas en harmonie avec le normal ». Et je trouve ça... ça lui ressemble tellement. Et je peux dire que d'ailleurs, Gertrude Bell, c'était un peu ça, elle n'était pas en harmonie avec le normal. À l'époque, en 1905, quand vous partez avec des chameaux, toute seule, avec des brigands, enfin toute seule avec ces hommes, hein, bien sûr, vous portez le fusil en bandoulière, le kéfier, voilà, que vous êtes sur votre dromadaire et que vous ne savez pas où vous allez, que vous dormez entre les dunes en ne sachant pas si vous allez être attaqué, morte le lendemain. Ou quoi. Vous imaginez cette puissance qu'il fallait avoir. Oui, mais elle est totalement oubliée, même si Laurence d'Arabie ou autre chose, mais c'est une femme d'exception. C'est une femme d'exception, comme il en existe peu par siècle. Et en plus, elle était aussi à l'aise dans le désert qu'en train de prendre un petit déjeuner au Ritz à Paris. Absolument. Mais je crois qu'elle préférait le désert. Oui, à ce point-là. Et puis, vous évoquez dans ce livre, Rosine Fèvre, ses amours, parce qu'elle aurait finalement rêvé d'avoir un mari et des enfants, et elle a eu des amours un peu compliqués. Oui, elle a eu des amours qui, je crois, m'a dit mon petit doigt, qui sont restés chastes. Pas de chance pour le premier qu'elle rencontre en Perse, à l'ambassade, parce que son père ne veut pas qu'elle l'épouse, donc elle a un rapport au père très particulier. C'est lui qui définit son bonheur, donc il veut pas qu'elle l'épouse parce qu'il n'est pas assez riche, hein. Et donc ça va être une tragédie parce qu'il va mourir. Et puis le deuxième va mourir aussi, mais il est marié, donc ça pose un petit problème aussi. Donc elle va être mal. Elle pense qu'avec tout ce qu'elle a fait, le fait de ne pas avoir eu d'enfant et de ne pas être mariée, elle pense avoir raté sa vie. Alors qu'à la fin de sa vie, elle va monter le musée de Bagdad, c'est-à-dire de l'ancienne Mésopotamie. Et ça, c'est important. Et c'est le point de départ du livre. Il y a un musée à Bagdad qui a été attaqué par les islamistes. Et bien, tout ce qui était dedans, c'était Gertrude Bell. Absolument. C'est venu comment ? En fait, quand elle devient conseillère du roi Faisal, donc elle met sur le trône, et puis au bout de quelques années, ils s'entendent plus trop parce que Faisal est un être charmant, mais qui peut être parfois influençable. Et donc Gertrude, elle sait où elle va. Et par conséquent, elle se détache un peu de lui d'elle. Et dans le fond, pour la tenir un peu occupée, il lui dit tu vas faire le musée d'Irak et tu vas récupérer toutes les grandes pièces antiques de la Mésopotamie. Évidemment, elle se passionne pour ça. Elle va aller à la chasse au trésor. Voilà, elle va tout ramener, elle va faire le tri et elle va monter ce magnifique musée. Qui a disparu Non, qui est encore là, mais qui, bien sûr, il reste des pièces, mais il y en a qui, comme vous le savez, ont été détruites en 2003. Par les brigands, par des groupes terroristes. Et donc, il y en a qui ont disparu, pertes et fracas, et d'autres qui sont encore là. Ce livre, finalement, c'est une réhabilitation d'une femme d'aujourd'hui. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'elle est moderne, Gertrude, elle est moderne parce que une femme qui voudrait vivre comme ça aujourd'hui pourrait. Et elle pourrait avoir des enfants aussi. Elle pourrait dire, bon, moi, je vais garder mes gosses par mon mari, et puis moi, je vais, je sais pas, au pôle Nord, sur une embarcation. Voilà. À l'époque de Gertrude, ça ne se faisait pas. Donc, elle y a été quand même. Donc, c'était quand même, malgré tout, un choix de sa part. Même si ce choix, elle l'a payé cher, c'était une femme moderne. Une femme moderne qui savait... qui s'en foutait qu'on dise qu'elle n'était pas mariée. Je pense que ça lui faisait mal parce qu'elle n'avait pas d'épaule sur laquelle se poser et que ses amours étaient malheureuses et qu'elle repensait aux morts qui l'ont laissée. Mais ouais, c'est une femme moderne, vous avez tout à fait raison. Et à propos d'histoire d'amour, il y en a une dont on vous parle tout le temps, car vous avez obtenu un scoop incroyable, Roselyne Fèvre, avec Carla Bruni. Ah ouais, c'est un scoop. Non, c'est que la première conférence de presse
de Nicolas Sarkozy. Tout le monde se demande à l'époque si il va épouser Carla Bruni, parce qu'il y a des photos qui sortent. Ils sont à Petra en Jordanie, ils vont à Mickey, je sais pas, à Disneyland. Oui. Voilà, donc ils font monter un peu le suspense. Et puis voilà, et je vois bien que mes camarades journalistes n'osent pas poser la question. Alors ils se lancent dans des trucs un peu économiques, machin. Et puis alors moi, je prends le micro et je dis, bah voilà, Monsieur le Président, parce qu'il demande aux journalistes, bon, bah maintenant vous pouvez poser vos questions de fond. Bah, je dis, bah écoutez, je vais vous poser une question de fond. Est-ce que vous allez épouser Carla Bruni et quand? Et là, il se lance dans tout un numéro et c'est là où ça restera. Et d'ailleurs, il ne fera plus de conférences de presse après. En tout cas, pas sous cette formule-là. Il répondra avec Carla, c'est du sérieux. Voilà. Et ce qui est très sérieux, c'est tout le travail que vous avez fait pour ce livre, Le Pacte du désert, où on découvre Gertrude Bell qui mérite d'être connue, voire reconnue. Et c'est aux éditions du Rocher. Donc vous avez aimé? Ah ben, j'ai aimé, je pense que je ne serai pas le seul. Merci. Merci Roselyne Febvre, et puis à bientôt pour d'autres livres. Merci Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.